sommaire de cette édition au Mali, la contestation durcit le ton et exige la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta après l'avoir rencontré ce dimanche après-midi. En République démocratique du Congo, des militaires ont déchargé les corps des 11 victimes de l'embuscade en Ituri après leur arrivée à la morgue de Bunia. Et puis le gouvernement d'union nationale a dénoncé ce dimanche des raids aériens menés selon lui par des avions de combat étrangers contre l'une de ses bases dans l'ouest du pays en conflit. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. Quelques heures après sa rencontre avec le dirigeant malien Ibrahim Boubacar Keïta ce dimanche, le mouvement de contestation a réaffirmé plus que jamais sa détermination à obtenir par les voies légales et légitimes la démission pure et simple de ce dernier. Le mouvement avait pourtant, le 1er juillet, indiqué ne plus faire de la démission du président Keïta un préalable au dialogue. Pour dénouer la crise politique qui secoue son pays, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré ce dimanche à Bamako une délégation de l'opposition regroupée au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Pour le président malien, la rencontre en soi est une victoire pour le Mali. Le communiqué officiel diffusé à l'issue de la réunion poursuit qu'au cours de l'entrevue, le chef de l'État a réitéré à ses hôtes sa volonté de les voir représentés au sein du futur gouvernement d'union nationale. Mais les opposants estiment que le président Ibeka a ignoré leurs demandes contenues dans le mémorandum, notamment la nomination d'un Premier ministre de plein pouvoir issus de leur rang pour redresser le pays. L'opposition durcit même le ton en exigeant à nouveau la démission du chef de l'État, alors que cette revendication ne figurait plus dans leurs revendications et n'était plus présente dans le mémorandum. Le mouvement n'a en outre pas apprécié que le président Keïta les renvoyait à des discussions avec les partis de la majorité présidentielle qui, selon lui, ne disposent d'aucun pouvoir. Il a par conséquent appelé à une plus forte mobilisation le vendredi prochain et les jours suivants sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Depuis juin, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a fait descendre dans les rues de la capitale des dizaines de milliers de personnes opposées au pouvoir en place. Au Congo-Brazzaville, les nouvelles sur l'état de santé du général Mokoko ne sont pas bonnes. L'opposant congolais âgé de 73 ans, condamné en 2018 à 20 ans de prison, a été testé au positif au Covid-19. Reportage. Semaine écoulée, l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko a fait un malaise en prison. Transféré par la suite à l'hôpital militaire de Brazzaville, il a été testé positif au Covid-19. Les autorités veulent désormais l'envoyer dans un autre établissement hospitalier, un véritable mouroir selon son avocat français, Maître Norbert Tricot. La famille demande alors à ce que Jean-Marie Michel Mokoko puisse rester à l'hôpital militaire ou mieux être soigné à son domicile par son propre médecin. Face à la détérioration de son état de santé, les appels à sa libération se sont multipliés ces temps-ci afin de lui permettre de bénéficier tout au moins d'une évacuation sanitaire. Début mai, le président Denis Sassou Nguesso, se prononçant sur son cas et celui de notre compatriote, a estimé qu'il n'y avait pas de raison de libérer 2 opposants politiques, dont Michel Mokoko, dans le cadre du désengagement des prisons face au coronavirus. Pour Denis Sassou Nguesso, le pays ne compte aucun prisonnier politique, mais seulement des prisonniers de droit commun. Et la qualité d'homme politique ne confère aucune immunité juridictionnelle à qui que ce soit. En septembre dernier, le ministre français des Affaires étrangères avait déclaré que Paris attendait des actes du président congolais concernant cet opposant, le général Mokoko, formé à l'école militaire de Saint-Cyr en France.
En République démocratique du Congo, 11 personnes, dont 4 militaires et 3 policiers, ont été tuées ce week-end dans le territoire de Djougou, en Ituri. L'incident est survenu lors d'une embuscade tendue par les assaillants de la Codeco. Face à ces scènes de violence qui n'en finissent pas, les autorités ont décidé de recourir au service d'anciens miliciens. À la flambée de violence en Ituri, les autorités congolaises opposent désormais comme nouvelle approche les services d'anciens chefs de milice ayant la maîtrise du terrain. Objectif de la mission, convaincre les combattants de la milice Codeco de déposer les armes, organiser leur identification et accélérer le processus de leur éventuelle reddition, puis mettre fin aux hostilités. La tâche ne s'annonce pas facile étant donné qu'il va falloir d'abord convaincre ces miliciens dont la structure organisationnelle et les revendications ne sont pas bien connues. À Padougou, ils se rendront également dans les territoires de Maradi et d'Irumbu. La situation dans cette province du pays n'inquiète pas que les autorités congolaises, également préoccupées, les juridictions internationales. Début juin, la Cour pénale internationale pointait des actes dits de meurtre, de mutilation, des pillages systématiques perpétrés dans cette partie du pays et d'ajouter qu'ils pourraient constituer des crimes relevant de sa compétence. Au registre des chefs de milice attendus dans le cadre de la mission diligentée par les autorités congolaises figure en bonne position Germain Katanga, ancien combattant du FRPI, la force de résistance patriotique de l'Ituri, condamné il y a 6 ans par la Cour pénale internationale. Il est sorti de prison en mars dernier. Mathieu Ngoudolo, ancien commandant en chef du Front des nationalistes intégrationnistes et ancien dirigeant de la FRPI. Des militaires déchargent les corps des 11 victimes de l'embuscade en Ituri après leur arrivée à la morgue de Bunia dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Parmi les victimes de l'embuscade qui a eu lieu samedi se trouvent des notables, des militaires, des policiers et une femme. L'embuscade a été attribuée aux miliciens de la secte ethnico-mystique coopérative pour le développement du Congo, Codeco, déjà accusée de massacre de civils dans cette région. Je vous propose de suivre un membre de la famille d'une des victimes, ainsi que le gouverneur de l'Ituri qui se prononce sur cette tuerie. Nous, la population de l'Ituri, nous rappelons au président de la République que l'Ituri a besoin de la paix. La paix qui ne viendra que du gouvernement central. Et si ça ne vient pas, le reste c'est Dieu qui connaît. Nous continuons et nous continuerons à les rappeler. Nous déplorons à ce jour l'attaque sur des véhicules qui transportaient l'ATA de Djougou, qui transportait un honorable député provincial, un comptable, des policiers et des civils qui ont été sauvagement massacrés. L'armée est là, l'armée n'a pas baissé les bras. Nous avons toujours cette option de notre armée, bien que ces gens utilisent toutes les méthodes non usuelles pour pouvoir s'attaquer à nos forces armées et à la paisible population. Je le disais en titre, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli a dénoncé ce dimanche des raids aériens menés selon lui par des avions de combat étrangers contre l'une de ses bases clés dans l'ouest du pays en conflit. Selon des médias pro-Haftar, citant des sources militaires, les raids ont été menés par des avions inconnus et ont visé un système turc de défense anti-aérienne installé dans la base d'Al-Watiya. Le bombardement samedi soir de la base d'Al-Watiya a été mené par une aviation lâche étrangère soutenant le criminel de guerre Haftar dans une tentative désespérée de remporter une victoire morale. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de la Défense du gouvernement d'union nationale, Salah Al-Namouche, qui n'a pas précisé à quel pays étranger appartenait cette aviation. Mais il a promis dans un communiqué une riposte dissuasive au bon endroit et au meilleur moment. Selon les médias pro-Haftar, citant des sources militaires, les raids ont été menés par des avions inconnus et ont visé un système turc de défense anti-aérienne installé dans la base d'Al-Watiya. Il y a eu des victimes parmi les soldats turcs déployés dans la base, ont-ils ajouté sans autre précision. En Turquie, un responsable turc a confirmé le bombardement sans toutefois faire état de pertes humaines. Du matériel militaire a été endommagé, selon lui. Tant que ces interventions auront lieu,
Et tant que le soutien assumé au putschiste Haftar continuera, l'instabilité se renforcera, a-t-il ajouté. Depuis la prise de la base d'Al-Watiya, les pro-Haftar accusent le GNA de l'avoir remise aux forces de l'allié turc. Fort d'un soutien militaire turc, les pro-GNA ont enregistré de nombreux succès dans la bataille ces derniers mois, reprenant l'ensemble du nord-ouest libyen et sciant l'échec de l'offensive lancée en avril 2019 par les pro-Haftar pour prendre Tripoli et en finir avec le GNA. Place à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à cette revue Afrique sur Sika Télévision. Première destination, le Cameroun avec Défis actuels qui s'intéresse à la crise anglophone et titre « Pouvoir et séparatistes ouvrent les négociations ». La même information revient à la une de Intégration qui y trouve la vengeance du pardon. L'économie se penche évidemment sur l'entrepreneuriat et alarme des projets Made in Cameroun en attente de financement. Santé à la une de Cameroun Tribune, personnels médicaux et paramédicaux, la perfusion du président. Pendant ce temps, le Sénégal gère ses inondations. Et Sud Quotidien nous parle d'inondations de 2000 à nos jours, des milliards dans les égouts. Hélas de prendre le relais avec à l'affiche déballage, insulte au haut sommet de l'État, le peuple sous le choc. La présidentielle de 2020 anime l'actualité en Côte d'Ivoire. Le Patriote écrit 5 jours après le retour de Gon Coulibaly que le capitaine est là et en avant pour la victoire. Fraternité Matin se préoccupe de la révision de la liste électorale. Fin de l'opération. Présidentielle 2020, d'après le Nouveau Courrier, Bédier catégorique. Des non-nationaux ont été enrôlés pour servir de bétail électoral. Entre-temps, le quotidien d'Abidjan nous parle du retour du Houdi. Macron envoie un message fort au régime d'Abidjan. Quant au sursaut, il signe présidentielle 2020, Guillaume Soro, coincé. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.